Poutine égale Hitler, on est dans la même situation, c'est ça? Pour Poutine, c'est Hitler. Arrêtons, Vous ne m'écoutez pas? Mais si... Vous faites votre cirque, là, mais vous êtes en train de pas. vous justifier Non, la guerre. c'est Les pas jeunes notre- générations ne veulent pas la guerre et je leur en souhaite pas. Voilà. Et ils ne vont Et pas moi, aller se battre en Ukraine, je vous le dis. Des Bravo, années. bravo, super. Donc, ils étouffaient. Il ne faut pas oublier une réalité toute simple. Le 21 février 2022, la Russie a envahi l'Ukraine. La guerre en Ukraine va bientôt prendre fin. Faux. Vrai. Faux. Les Ukrainiens et les Russes ont chacun leur part de responsabilité dans la guerre. Non. Faux. Vrai. Bonjour, je suis Régis Le Sommier, je suis grand reporter depuis une trentaine d'années. J'ai été aussi directeur adjoint de la rédaction de Paris Match et actuellement je suis directeur de la rédaction d'Omerta et toujours grand reporter. J'ai couvert beaucoup de conflits un peu partout sur la planète et en particulier la guerre en Ukraine récemment. Poutine est allé trop loin avec cette guerre. Vrai. Oui. Vrai. Oui, vrai. Il faut beaucoup plus armer le peuple ukrainien. Oui. Vrai. Vrai. Il aurait fallu le faire avant. Le conflit va dégénérer en 3e guerre mondiale. Faux. 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 Bonjour, je suis Alexandre Melnik, je suis professeur de géopolitique à ICN Business School. C'est une grande école avec 3 campus à Paris, à Nancy, à Berlin. À ce titre, j'enseigne la géopolitique, en d'autres termes, la marche du monde, à travers le monde, dans des pays aussi différents que Israël et Algérie, Afghanistan, les États-Unis, l'Ukraine et la Russie d'ailleurs. La Russie va gagner cette guerre. Faux. Faux. Elle va pas la perdre. La Russie subit-elle vraiment les sanctions européennes? Vrai. Ouais. Vrai. Bonjour, Gérald Darbois. Je suis historien du renseignement et je travaille au CNAM, équipe ESDR 3C à Paris. La Russie a attaqué l'Ukraine dans le seul but d'étendre son influence. Non. 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 L'Europe doit rentrer en guerre contre la Russie. Non. Non. Oui. Parce qu'elle sait plus faire la guerre, l'Europe. Il faut qu'elle apprenne. Ouais, mais là, matériel humain, vu les types qui se battent là-bas, on sait pas faire ça. La guerre par moins 18 degrés, je peux vous dire que on a oublié. Ouais. On n'a plus de paysans chez nous. Mais il faut qu'elle réveille, en tout cas, la guerre. Est-ce que, d'après vous, la guerre va bientôt prendre fin? J'étais à peu près le seul, je crois, qui dit oui, tout à fait. Enfin, j'espère que je ne prends pas mes désirs pour des réalités, mais il faut vraiment casser le régime de Poutine et gagner cette guerre le plus vite possible, avant que cette guerre ne dégénère en 3e guerre mondiale avec des conséquences complètement néfastes pour le monde entier. Donc, il y a urgence, oui, et cette urgence, cette temporalité. Donc, il faut faire vite. Déjà, on avait perdu, au mois d'octobre, à mon avis, l'opportunité que j'appelle le kairos, l'occasion à saisir. Donc, lorsque l'Ukraine a repris l'initiative et a libéré Kherson et Kharkiv, donc on a perdu l'occasion, nous, les Occidentaux, de porter les stockades. Donc, et après, on récolte aujourd'hui les fruits de notre procrastination. Et la procrastination aujourd'hui, c'est synonyme d'échec. Donc, il faut vraiment accélérer cette dynamique et mettre fin à cette guerre. Là, on est sur une situation stratégique qui est un petit peu particulière dans la mesure où les Russes ont obtenu leurs buts de guerre initiaux. C'est-à-dire que si on se souvient de la tragicomédie du 21 février 2022, où Poutine a humilié son patron du renseignement extérieur. Говорите прямо. Я поддержу предложение о признании. Поддержу или поддерживаю? Говорите прямо, Сергей. Поддерживаю предложение. Так и скажите, да или нет. Да. Поддерживаю предложение о вхождении Донецкой и Луганской народных республик в состав Российской Fédération. Да, мы об этом не говорим, мы этого не обсуждаем. Le patron du renseignement extérieur avait dit on va annexer les républiques sécessionnistes. Et là, on a un continuum terrestre qui va de la Crimée jusqu'à la frontière
occidentale russe, et on a la mer d'Azov qui est fermée. Donc les Russes sont obligés de tenir là parce que ce sont leurs buts de guerre, mais ils n'ont rien d'autre pour négocier. Donc forcément, on va être sur une guerre telle qu'on la connaît aujourd'hui autour de Bakhmut, c'est-à-dire qu'on va se trucider pour 10 cm². Et ça va durer... et ça va durer jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui siffle la mi-temps, mais on n'est pas dans la situation de l'ex-Yougoslavie où les Américains s'étaient tenus à l'écart et avaient pu, en décidant des bombardements, amener tout le monde à une table de négociation à Dayton. Là, on n'est pas dans cette situation. Les Turcs sont en position d'intermédiaire, mais le problème c'est que ils sont à la fois la chèvre et le chou, et donc ils sont partie prenante dans les deux côtés. Et ils n'ont pas la puissance pour pouvoir s'interposer. Les Chinois restent très à l'écart parce que eux aussi ne sont pas blanc-bleu. Et donc pour l'instant, on n'a pas un arbitre qui apparaît naturellement, et certainement pas l'Europe. Moi, je dirais que le problème, je pense vraiment qu'elle va être longue, enfin en tout cas qu'elle ne va pas se résoudre dans les 6 mois. Je m'en réfère aux propos tout simplement du chef d'état-major de l'armée américaine, le général Mark Milley, qui a dit récemment plusieurs fois que l'armée russe allait pas s'effondrer dans les 2 semaines, et que la perspective pour l'Ukraine de reprendre la Crimée, a pris cet exemple, était, dans le jargon militaire, militairement faible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les objectifs aujourd'hui des Européens dans leur soutien au président Zelensky et au gouvernement de Kiev, c'est on décidera la paix selon les critères de Kiev. Au niveau des Américains, c'est à peu près pareil. C'est pour ça que il est important aujourd'hui d'écouter les militaires, parce que les militaires ont une position entre guillemets réaliste. Et le même général Milley a parlé de négociations, alors qu'aucun diplomate en poste actuellement ne parle de négociation. Regardez les diplomates qui parlent de cette guerre, c'est les Gourdeau-Montagne, les Villepin, les Védrine, c'est des gens qui sont à la retraite, qui font d'autres activités et qui, eux, portent un message pacifiste. Actuellement, aucun des diplomates des pays occidentaux n'évoque la perspective de négociation ni de paix. Encore moins de paix. Les militaires, eux, ont une vision réaliste des choses. Et pourquoi cette guerre va durer longtemps? D'abord parce que l'acheminement des chars de combat, et attention, des chars lourds, ne va pas... Enfin, personnellement, je pense que ça va pas être ce que les Américains appellent un game changer sur le terrain. En tout cas, moins que l'introduction des HIMARS à la fin du mois de juin dernier, qui a vraiment changé les choses et qui a permis à l'Ukraine de reprendre, de faire sa contre-offensive, en fait. Il n'y a pas que les HIMARS, mais les HIMARS ont été, ces missiles extrêmement coûteux, mais extrêmement performants, ont été responsables d'à peu près la moitié de la destruction des stocks militaires russes sur le territoire ukrainien. Donc c'était très important, et ça a été vraiment quelque chose. Le pont Antonovsky, par exemple, a permis de couper le ravitaillement de Kherson et de rendre la situation intenable pour les Russes, d'où cette décision qui, je pense, apparaîtra dans l'histoire comme assez sage de la part du général Surovikin, d'avoir bétonné l'est la rive est du Dniepr, et de s'être retiré de Kherson, qui aujourd'hui d'ailleurs est un problème pour les Ukrainiens parce que les Russes peuvent bombarder assez facilement. Donc là, il y a des stratégies. Je parle pas de Kharkiv, mais je pense pas que Kherson était une défaite. Je pense que Kharkiv est une vraie offensive, que les Ukrainiens en effet auraient pu appuyer et aller plus loin. Ils ne l'ont pas fait parce que, à mon avis, ils n'ont pas les équipements nécessaires. En tout cas, ils n'en ont pas suffisamment. Et moi, je dis cette guerre, elle va durer longtemps parce qu'on a tardé à équiper les Ukrainiens en matériel lourd. М777. Оце тільки що говорили. Там дальність польоту одного снаряда 24-30 кілометрів. Це тубус одноразове використання. Якщо Джевелін, то там є тубус, який можна заряджати іншими ракетами. On a fait too little, too late, là. On est dans la perspective de too little, too late, c'est-à-dire on va leur envoyer 300 chars, on va essayer... Les chars Abrams américains, rendez-vous compte, qui fonctionnent au kérosène, ils seront sur le champ de bataille dans 1 an. Là, actuellement, donc, quand je parle des 6 mois, des 6 prochains mois, donc qu'est-ce qui va se passer? Cette guerre, elle a fait, selon les chiffres, alors, peut-être que vous en avez de plus fiables, mais il me semble qu'il y a il y a à peu près 100 000 bonhommes de chaque côté qui sont au tapis, blessés et morts.
Non, un petit peu plus. Peut-être un petit peu plus. On a 100 000 morts de chaque côté. Ouais. Et si on prend le ratio de Oui, 1 à 3, plus. donc on est à peu près à 400 000 morts, à 400 000 hors combat, c'est-à-dire prisonniers, blessés, Disparus. Ouais. à peu près de chaque côté. Ouais. Et alors sur cette, je termine, hein, je vais conclure. Donc je pense que malheureusement, un an, 100 000 de chaque côté, dans les 6 prochains mois, 50 000 à nouveau. Et en effet, et là je suis d'accord, pourquoi des villes de la taille de 40 ans ou des hameaux de la taille de Gif-sur-Yvette qui vont faire l'actualité, hein, comme Soledar et Bakhmout le font ou Vuhledar. Mais franchement, on va c'est une vraie guerre d'attrition où les deux adversaires vont tenter de s'épuiser. Hein, l'attaque des Russes sur les infrastructures électriques en est une preuve, et elle est toujours sans cesse renouvelée. Donc, je pense que là, malheureusement, il n'y a pas de choses qui vont faire que d'un côté ou de l'autre, le bras de fer va pouvoir s'orienter dans un sens ou l'autre. Voilà. Je pose cette question parce que justement on a l'impression que le conflit il dure depuis 2014, même c'est pas forcément depuis l'attaque de Poutine, mais déjà depuis 2014 où il y a déjà des conflits sur le territoire ukrainien. Et moi quand j'étais allé en Ukraine et que j'avais discuté avec des députés ukrainiens, et la plupart me disaient qu'ils ne laisseraient pas tomber tant que la Crimée ne serait pas retournée à l'Ukraine. Oui, mais Est-ce que finalement c'est pas... Mais on est sur un différentiel d'opinion publique. C'est-à-dire que les Ukrainiens se battent pour l'Ukraine. Donc eux ont la Crimée et puis la bande autour de la mer d'Azov, Mariupol, c'est leur Alsace-Lorraine à eux. Donc ils ont un discours patriotique, nationaliste, en plus ils sont remontés à bloc. Donc pour eux, leur objectif, leur effet final recherché va être la libération. Alors c'est pas parce que eux le veulent que c'est possible, mais leur opinion publique le croit. Nous sommes, nous, en Europe, dans une opinion publique qui est tiraillée à la fois par la propagande ukrainienne, elle existe, par la propagande russe, elle existe également, et par la propagande occidentale, et notamment américaine. Il suffit de voir comment on s'est enflammé sur le fameux ballon pseudo-espion chinois, qui est venu nous divertir de ce qui se passait en Ukraine. Donc on est bien dans une propagande qui ne dit pas son nom simplement parce que les réseaux médiatiques sont tenus par des agences de presse occidentales. Et c'est cette opinion publique-là qu'il faut gagner. Et c'est là que c'est pas gagné. Et je vous parlais de la part de responsabilité aussi bien des Russes et des Ukrainiens aujourd'hui. Est-ce qu'on peut imputer cette guerre aux Russes et de la faute des Russes, ou est-ce qu'il y a aussi une part de responsabilité du peuple ukrainien derrière ou... Mais pour la question simplement ukrainienne, il ne faut pas oublier que leur guerre, elle a commencé en 2014. Et pour le processus qui a mené au lancement de cette opération spéciale, il y a une lettre fondée sur des informations provenant des services de renseignement de Donetsk et Luhansk, donc des présidents qui ont écrit à Poutine pour demander une reconnaissance diplomatique de leur république sécessionniste. Et la raison pour laquelle ils ont fait cette demande, c'est qu'ils avaient appris que les Ukrainiens allaient bombarder de nouveau Donetsk. Après, tout s'est enchaîné, mais je vous rappellerai quand même que le 13 février 2022, Zelensky demande un supplément d'information à l'ambassadeur américain, parce qu'il ne croit pas que les Russes vont attaquer, que le même jour... Les Américains avaient l'information déjà que... Les Américains avaient des informations, mais ils sont partis en guerre parce que, même pour eux, la guerre froide n'était pas finie. Mais les Russes avaient fait des manœuvres maritimes au large de l'Irlande. Et le corps maritime qui avait fait ces manœuvres ne pouvait plus retourner dans la Baltique. Donc il est descendu pour rentrer en mer Noire, pour aller à Sébastopol. Et celui qui a marché le plus lentement, c'est un sous-marin.
Et ce sous-marin a fait surface avant de passer le détroit de Gibraltar, alors que le détroit de Gibraltar, on peut le passer en sous-marin. Et là, le signe qui était donné par les Russes, c'est qu'ils ne voulaient pas la guerre. On est au 13 février. Et le 12 février, la lettre des deux présidents sécessionnistes partait pour Moscou. Et c'est le 24 février que Poutine annonce. C'est le 21 février qu'il fait sa leçon magistrale à Naryshkin, au directeur du renseignement extérieur. Et c'est le 24 qu'ils sont entrés en guerre. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Vous avez vu réagir Alexandre, vous avez un avis dessus? Parce que, permettez-moi, au-delà de tous ces développements militaires de la situation actuelle, prendre un peu de recul par rapport à cette situation. Évidemment, je suis tout à fait d'accord qu'il faut rester réaliste et écouter les militaires. Mais on vit aujourd'hui l'heure de vérité. L'heure de vérité que j'appellerais existentielle, où chacun devrait choisir son camp en fonction des valeurs qui nous sont propres. Si Churchill avait écouté les militaires et resté réaliste pendant la Deuxième Guerre mondiale, Hitler sans doute aurait envahi l'Angleterre avec le résultat qu'on peut imaginer facilement. Donc à un moment donné, il faut savoir... Je sais pas, donc Poutine égale Hitler, on est dans la même situation, c'est ça? Pour Poutine, c'est Hitler. Pour moi, c'était dès le début absolument évident, c'est ce que j'ai affirmé dans toutes mes interviews. Permettez-moi de développer mon argumentaire par la suite. Donc voilà, il faut choisir son camp, écouter les militaires, mais ne pas perdre de vue le sens de notre vie. Parce que si l'Ukraine aujourd'hui perd, notre monde sera complètement changé et nous vivrons dans un monde qui sera dominé par la loi de la force. Est-ce que les jeunes générations avec lesquelles je suis en contact à travers le monde veulent vivre dans un monde de la force où l'individu n'est pas libre et vit à genoux en tant qu'esclave? C'est la question que je pose à toutes les jeunes générations, quelle que soit la couleur de peau, leur géolocalisation. Donc, permettez-moi de réagir. Moi, je n'ai pas terminé, je ne vous ai pas interrompu. Allez-y. Je ne vous ai pas interrompu, donc alors permettez-moi d'aller jusqu'au bout de ma logique. Ensuite, évidemment, la guerre qui a commencé en 2014, et après le 24 février. Vous n'avez pas besoin de moi pour le savoir. Peut-être, je pourrais vous dire que depuis l'arrivée de Poutine au pouvoir en 2000, donc j'étais déjà persuadé que le régime de Poutine, qui est la nature du régime de Poutine, qui est criminel, mafieux, portait en germe la guerre, comme je pense que c'est Jaurès qui disait la nuée porte l'orage. C'est-à-dire, pour moi, la guerre était l'état presque naturel de ce régime. Et donc, au début, Poutine a mis du temps à consolider la situation à l'intérieur du pays. Et après, il s'est lancé dans ces aventures expansionnistes sur lesquelles nous, on a complètement fermé les yeux. Et la vraie guerre de Poutine n'a pas commencé en 2014. C'était déjà absolument évident, en tout cas pour moi, en 2008, lorsqu'il a annexé des parties du territoire du pays indépendant, la Géorgie. Scène de guerre entre la Géorgie et la Russie. Au cœur du conflit, l'Ossétie du Sud, une province séparatiste de Géorgie soutenue par Moscou, mais qui n'est pas reconnue par la communauté internationale. Les troupes géorgiennes ont lancé une offensive sur la capitale de l'Ossétie, tandis que des chasseurs russes
ont bombardé ce matin une position sur le territoire géorgien. Donc, grâce à cette espèce de courage de Sarkozy, le pire a été évité. Parce que Poutine, d'après les informations de première source que j'ai, voulait évidemment aller jusqu'à Tbilissi et pendre par certaines parties génitales Saakashvili. Donc ça, c'était sûr et certain pour moi. Donc on a avalé ça, on a fermé les yeux. Et après, c'était la Syrie. Donc Poutine, qui se nourrit de faiblesse de l'Occident. Et quand Obama a dit les lignes rouges en Syrie, et avec les résultats qu'on connaît, Poutine a compris que finalement l'Occident est faible. Donc c'est-à-dire il peut foncer. Il peut foncer, et je termine là-dessus, tout simplement pour tuer le mode de vie occidental, pour tuer les valeurs qui avaient fondé l'Occident, c'est-à-dire la liberté individuelle, c'est-à-dire la démocratie, c'est-à-dire le respect du droit. T'es pas d'accord ? Non, je voulais réagir, moi, de façon... et puis mettre en garde contre ce genre de propos, parce que c'est aussi des propos comme ça qui nous ont ramenés au premier conflit mondial. Par exemple, faut pas oublier que les millions de morts que l'Europe a vécu dans le premier et dans le deuxième conflit, je pense que moi, au contraire, il faut tout faire pour la paix. Et il faut tout faire pour épargner à cette jeune génération d'avoir à vivre ce chaos absolu, à ce qu'il y ait des millions de morts par une guerre qui aujourd'hui pourrait être nucléaire. Donc voir tout à travers la personnalité de Poutine, je ne lui décerne aucun échappatoire. Il a ses responsabilités, mais dans cette guerre, d'abord, les choses sont bien plus complexes que ça. C'est pas que Poutine qui teste, qui choisit, etc., etc. Pour moi, c'est pas pour moi, d'abord, je crois qu'on a dit que, enfin, on souhaite tous, j'espère, qu'il n'y ait pas une troisième guerre mondiale. Non, il faut être raisonnable et regarder aussi les intérêts américains. Regarder que l'Occident, qui passe son temps à donner des leçons et à dire qui est bien et qui est pas bien, a quand même déclenché au moins 30 ou 40 conflits dans les 100 dernières années. Je veux dire, on a notre responsabilité. On a fait des guerres illégales aussi. Je parle des Américains en Irak en particulier. Donc des guerres basées sur des mensonges. Donc on n'est pas du tout dans une perspective où il y aurait le mal absolu d'un côté et puis de l'autre côté la démocratie, etc., etc. Ce qu'ont fait les Américains aussi vis-à-vis des dirigeants russes, ça a été plus que comment je dirais étrange. Je veux dire, quand il y a eu, vous avez parlé de Gorbatchev tout à l'heure, à l'époque de Gorbatchev et d'Yeltsin, il y avait, l'URSS s'était écroulée d'elle-même, la phrase de Ronald Reagan à Gorbatchev, tear down that wall, Mr. Gorbatchev, c'était réalisé. Et là, il y avait une possibilité de clairement, et les Russes étaient demandeurs, de réinventer une nouvelle lecture du monde. Au lieu de ça... Poutine est arrivé. Mais Poutine est arrivé à cause de ça, parce qu'on n'a pas tenu... non, Poutine est arrivé parce qu'il avait l'ambition... Poutine est arrivé sur une humiliation qui fonctionne toujours au niveau du russe de la rue aujourd'hui. Ce sont cette sensation qu'après l'effondrement de l'URSS, le pays a perdu sa place de numéro 1 ou numéro 2 au monde. Il a vu son économie s'écrouler, il a vu ce que nous, on voyait comme un progrès, McDonald's sur la place rouge, etc. Pour les Russes, ça a été vécu par une humiliation, y compris pour des opposants de Poutine. Quand vous discutez avec les Russes, cette période-là, c'est une période noire, comme d'autres périodes avec des tsars faibles. Et les Russes, ils ont une mémoire, voilà. Et ils ont une mémoire, on peut pas leur retirer. Et donc, Poutine a joué de ça. Il a joué énormément de ça. C'est pas arrivé comme ça. L'émergence de Vladimir Poutine en Russie, il n'est pas arrivé comme ça. Et il y a eu à l'époque une persévérance. D'abord, on a continué l'expansionnisme de l'OTAN à l'est. Ça a été quelque chose que les Russes ont regardé avec crainte. Et progressivement, jusqu'à ce que voilà. Moi, je veux pas. C'est pas moi qui le dis. Hein, c'est Zbigniew
Brzezinski dans le grand échiquier, vous l'avez, quoi. L'expansion de l'OTAN à l'Est peut se faire à partir de l'Ukraine, c'est écrit. L'Ukraine, ça posera problème. Et Brzezinski le dit. Et pourtant, Brzezinski est pourtant un expansionniste américain et quelqu'un qui préfigure les néoconservateurs. Donc on est vraiment dans un affrontement idéologique, certes, mais on est dans des intérêts des uns et des autres. Et d'ailleurs, les Russes et les Américains comprennent bien les intérêts. Ces deux peuples qui cherchent leurs intérêts. Nous, on est avec souvent des arguments de morale, etc., qui en fait ne s'appliquent assez peu sur la réalité de ces conflits. Donc je dis, voilà, moi aujourd'hui, de ce que j'ai vu en Ukraine, de ce que j'ai vu du côté russe, de la monstruosité de cette guerre, moi j'ai un grand-père qui a fait Verdun. J'ai vu des scènes comme Verdun sur cette ligne de front. J'y étais il y a 3 semaines. J'ai pas envie de voir ça en France. J'ai pas envie que la jeunesse française se sacrifie pour l'Ukraine, tout simplement. Je le dis, voilà. Et je ne suis pas persuadé que nos valeurs soient représentées absolument par M. Zelensky et par le gouvernement ukrainien aujourd'hui. C'était le gouvernement le plus corrompu avant la guerre. Il y avait des papiers dans tous les journaux les plus respectables qui expliquaient qu'il y avait un problème en Ukraine au niveau justement précisément ils ne partageaient pas les valeurs de l'Union européenne. Puis là, subitement, parce que il faut argumenter, il faut s'inscrire obligatoirement dans une dynamique de victoire de l'Ukraine, eh bien, on est prêt à dire ah oui, c'est formidable, c'est un peu comme l'Irak, c'est pareil. Saddam Hussein, dont on s'était contenté pendant 30 ans, qui avait été notre allié contre l'Iran, tout à coup est devenu le nouvel Hitler. Je me méfie d'expérience, j'ai couvert ces guerres finissent en apocalypse absolue, elles démantèlent ces pays, regardez la Libye aujourd'hui, regardez voilà, et ça, tous ces conflits-là ont été au niveau occidental vendu par une architecture, comme dit Pierre Conessa, militaro-intellectuelle, à des fins en fait qui finalement sont arrivées à la destruction des pays. Regardez la Somalie, souvenez-vous de la Somalie, 1993 sous Clinton. Eh bien, les Américains sont partis et depuis la Somalie est un État failli. Voilà. Excusez-moi. C'était déjà un État failli avant. Oui, enfin, c'était déjà un État failli, mais on n'était pas obligé d'aller. Je veux dire, l'intervention américaine s'est faite au nom, pareil. Nous, c'était toujours au nom des principes du bien, etc. On est dans le bon camp, mais en réalité, non. C'était l'époque de la diplomatie du sac de riz. On venait de gagner la guerre froide. Extrêmement meurtrière cette diplomatie. On est d'accord, mais on voulait apporter la démocratie partout. Ça, c'est bon pour la littérature, c'est bon pour réfléchir ou pour argumenter. Il ne faut pas oublier une réalité toute simple. Le 21 février 2022, la Russie a envahi l'Ukraine. Le 24. Mais ça, je ne le conteste pas. Mais non, mais c'est tout. Après, on peut mettre les Américains, dire qu'ils ont poussé. On est là pour débattre. C'est sûr, mais débattons sur des réalités, pas sur des fantasmes. En quoi sont des fantasmes? Je vous rappelle les conséquences de guerre qu'on a déclenchées au principe d'importer la démocratie dans des pays arabes et qui se sont finis en océan de misère. Là, on ne veut pas apporter la démocratie à l'Ukraine. Là, on a inventé une sorte de démocratie qui pourrait être compatible avec l'Europe, un modèle de vie qui existerait en Ukraine, qui existe peut-être au niveau de cercles intellectuels, mais je peux vous dire que dans la région de Mélitopol, y compris, moi j'y suis allé sous occupation russe, c'est quand même des endroits très particuliers. Vous êtes allé en Ukraine, vous? Vous êtes allé en Ukraine? À Kiev, oui, j'étais à Kiev. Oui, bon, vous n'êtes pas allé ailleurs, donc vous ne connaissez pas. En fait, moi j'ai discuté avec les gens, y compris des gens qui sont sous occupation russe. Il y a une certaine liberté de parole. Et ce que je veux dire, c'est que l'Ukraine est extrêmement complexe. La question du rapport à la russophonie, en fait, du rapport avec les Russes sur l'est de l'Ukraine est très complexe. Ce que Poutine n'a pas vu, c'est que ce rapport avec la mer Russie s'est étiolé depuis 2014 dans certains coins, notamment à Kherson. Il y a eu une résistance qui s'est mise en place, qui a d'ailleurs été extrêmement efficace. Il y a un certain nombre de dignitaires russes ou d'Ukrainiens pro-russes qui ont été assassinés par cette résistance. Il y a une véritable résistance en place. Mais si vous voulez, il y a aussi des populations dans le Donbass. Quand on entend, oui, il faut reconquérir le Donbass, les 3 ou 4 millions de personnes qui habitent dans le Donbass aujourd'hui, je suis désolé, elles se sont battues, elles se sont érigés contre Kiev, leurs hommes ont été
mobilisés depuis 2014, ce sont des gens qui ne sont plus ukrainiens. Voilà. Oui, mais les gens qui sont dans le Donbass, il y a une partie qui est partie en 2014, évidemment, et ne reste que ceux qui sont réellement sur Kherson aussi, et sur ces zones-là, Zaporizhzhia aussi. C'est l'importance de notre débat contradictoire que je trouve formidable en démocratie. En démocratie. Donc, c'est-à-dire, évidemment, je ne mets pas en doute la bonne foi et le professionnalisme de Régis, son expérience de terrain, dont moi je suis privé. Par contre, j'ai quand même une certaine expérience de travail dans la diplomatie russe et soviétique. Donc, je connais ce pays de l'intérieur. Et votre argumentaire, il est tissé de plusieurs points extrêmement importants, qui sont, à mon avis, complètement faux. Donc, le premier point qui est faux, c'est la genèse du phénomène Poutine. Vous avez évoqué vous-même que c'était une sorte de réparation de l'humiliation, parce que les Russes se sentaient humiliés, soi-disant humiliés, et vous avez dit que tous les Russes que vous avez rencontrés, ils partageaient ce ressenti par l'effondrement de l'Union soviétique, comme si c'était le syndrome du membre fantôme, l'Union soviétique, l'Empire, le membre fantôme en médecine. Vous ressentez la sensation douloureuse à la place du membre déjà amputé, comme si ce membre continuait à exister. Moi, j'ai toujours considéré la chute du communisme comme la délivrance, la libération, l'ouverture d'un nouvel horizon pour les jeunes qui appartient à l'avenir. Parce que pour moi, le communisme, j'avais servi ce système. Et donc, j'accepte aujourd'hui de reconnaître que j'ai servi un système criminel qui n'a jamais été jugé par l'histoire. Pour rappel, vous avez travaillé pour l'URSS, du coup. J'ai travaillé pour l'URSS, j'ai une certaine légitimité pour le dire. Donc, j'avais servi le système qui est criminel, mais qui n'a jamais été jugé, contrairement au nazisme, par le tribunal de l'histoire. Parce qu'on a perdu l'opportunité de le faire lorsque l'Union soviétique s'est effondrée et le président Boris Yeltsin, qui était caricaturisé en Occident comme ivrogne, donc éléphant dans magasin de porcelaine, à manger russe, etc. Pour moi, c'est un personnage historique de premier ordre parce que c'est lui qui a cassé le communisme, pas Gorbatchev. Le communisme qui était pour moi un système criminel et il voulait d'ailleurs juger le communisme. Mais on n'a pas compris là aussi, qui est toujours entouré de mythes, de fantasmes, etc. Donc, on n'a pas jugé ça. Et finalement, ce qui a permis à Poutine d'utiliser ce terreau nourricier de cette soi-disant, je dis bien soi-disant humiliation russe pour arriver au pouvoir. Peut-être il y a une certaine similitude entre j'ai déjà prononcé son nom, qui a utilisé l'humiliation du peuple allemand après le traité de Versailles. Donc le traité de Versailles et l'effondrement de l'Union soviétique, c'est à peu près le même combat entre ces deux personnages que met à peu près sur le même plan. Donc, c'est-à-dire la Russie, à cette époque-là, pendant les années 90, voulait faire quoi, finalement? La Russie voulait construire la démocratie. La démocratie, c'est quelque chose de bien, parce que la démocratie, en dernier ressort, c'est la liberté individuelle qui nous permet d'avoir un débat comme ça, par exemple. C'est bien, ça, la démocratie. La Russie voulait construire la démocratie. Je voudrais rappeler tout simplement un point, que la constitution russe, qui date de 1993, avait été écrite par des juristes français, parce que Boris Yeltsin avait fait appel aux Français en disant, vous connaissez bien l'administration, la démocratie, voilà, venez ici. Alors, pour le business, il s'est adressé plutôt aux Américains, parce qu'il ne considérait pas les Français comme le peuple ayant le boss du commerce. Donc, et c'est Américain qui pilotait d'une certaine façon les privatisations, qui justement a dérapé. Mais l'idée était quoi? L'idée était de passer du système de propriété collective nationale, etc., c'est la quintessence du communisme dans le domaine économique, à quoi? À notre modèle de fonctionnement, c'est-à-dire l'économie de marché
marché avec la propriété privée et la loi de l'offre de la demande. C'est quand même bien ça, sauf qu'on a complètement raté cette occasion. Et dans la vie et dans la géopolitique, il faut toujours saisir ce que j'appelle une fois de plus Kairos, c'est-à-dire le demi-dieu grec avec les cheveux qui étaient très longs, qui couraient tout le temps dans tous les sens, et ceux ou celles qui saisissaient l'occasion saisissaient ses cheveux. Voilà, donc saisir l'occasion. Ça ne va pas se répéter là. Donc pour moi, il n'y a aucune responsabilité des Américains dans ce qui se passe actuellement en Ukraine, aucune. Parce que le temps, et j'ai participé aux négociations d'ailleurs avec Gorbatchev et après en partie avec Yeltsin, parce qu'il faut jamais oublier que l'Union soviétique et la Russie des années 90, ce sont deux choses absolument différentes. Alors que nous, parfois, nous avons tendance à mettre tout dans le même sac. L'URSS, la Russie éternelle, le même régime, etc. Alors que nous savons, nous, en France, de faire la différence entre Hollande, Sarkozy, Macron, etc. Donc, les États-Unis, évidemment, ils poursuivaient leur propre intérêt. Mais leur propre intérêt, c'est quoi? La démocratie et l'économie de marché. Je voulais juger si c'est l'intérêt des États-Unis est néfaste pour la paix. Au contraire, peut être salutaire. Non, les États-Unis n'ont pas comme intérêt la démocratie. Ils ont soutenu des régimes comme celui de Pinochet. Non, mais ils ont même provoqué des coups d'État. Là, les États-Unis ont pour intérêt leurs propres intérêts qui ne sont pas forcément... l'économie de marché. Comme intérêt les siens. Parce que dans le monde, les exemples que vous avez cités, là, on est vraiment dans le... il faut ramener ça dans le contexte géopolitique. C'est ça le problème, c'est la pensée bipolaire. Le monde était à l'époque bipolaire. Il fallait choisir son camp au XXe siècle, alors le communisme et le capitalisme. S'il avait soutenu, évidemment, et nourri des régimes comme ça, comme celui de Pinochet, tout simplement pour faire la nique, d'une certaine façon, au communisme. Donc, entre capitalisme et communisme, vous préférez quoi? Donc, voilà. Ensuite, et la guerre du Vietnam, franchement, la guerre du Vietnam, c'est aussi ancré dans la bipolarité du XXe siècle. Après, vous avez listé les guerres comme ça. Vous avez mis en vrac la guerre en Irak. Oui, les Américains se sont trompés depuis. Mais pourquoi vous n'avez pas évoqué ce qui était à l'origine de cette guerre? Pourquoi vous n'avez pas évoqué ce traumatisme de 11 septembre? Est-ce que vous imaginez, par exemple, ici, nous sommes à quelques pas de la Tour Eiffel, que la Tour Eiffel avait été détruite? La France. Oui, mais parce que c'est un sujet aussi émotionnel. Donc, il ne s'agit pas... Pour moi, la géopolitique, c'est la vie. Non seulement, alors, les calculs des militaires, rester réalistes, etc., mais à un moment donné, se lâcher, dire les choses, dire la vérité. Voilà, imaginez... 300 000 morts irakiens, la guerre en Irak. Imaginez la Tour Eiffel. Et la totalité depuis l'intervention, on a à peu près 1 million de morts. C'est exactement ça ce qui s'est passé le 11 septembre, lorsque les États-Unis... Donc Saddam Hussein, qui n'avait rien à voir avec le 11 septembre avec Al-Qaïda, on va détruire le pays, on l'envahit. Ils se sont trompés depuis. Ils se sont trompés, ça a foutu le chaos au Moyen-Orient, et c'est l'origine même de Daesh. Mais bien sûr il faut voir le lien de causalité. C'est pas eux qui attaquent. Les Américains raisonnables le disent aujourd'hui, même des hommes politiques américains le disent. C'est pas eux qui attaquent leur propre territoire. Je sais que vous avez un problème, peut-être un prisme, parce que vous avez défendu beaucoup la Russie, donc aujourd'hui, il faut que vous défendiez beaucoup les États-Unis. Mais si, c'est un problème personnel que vous avez. Vous devez régler avec vous-même. Mais moi, je veux pas qu'aujourd'hui, cette guerre en Ukraine, elle débouche sur un conflit mondial avec des dizaines de millions de morts, comme on en a eu pendant la Seconde Guerre. Non, il n'y a pas des dizaines de millions de morts. Écoutez ce que dit Dominique de Villepin. Non, je ne veux pas écouter Dominique de Villepin. Vous ne voulez pas l'écouter. C'est un collaborationniste, alors non, un collaborationniste. Non, attendez, on est quoi? Défaitiste. Un défaitiste. C'est lui qui nous a empêchés, heureusement, de nous aventurer dans cette guerre, sans but, construite sur des mensonges en Irak. Il faut l'écouter. Et là-bas, il y avait de la diplomatie française. Moi, je m'y adresse, et les jeunes générations ne veulent pas la guerre, et je leur en souhaite pas. Voilà. Et ils ne vont pas aller se battre en Ukraine, je vous le dis. Et moi, je m'adresse aux jeunes générations au-delà d'une guerre. Et je leur dis que les États-Unis... faites la guerre d'abord. Vous mourrez d'abord, et puis ensuite ça ira bien. Je dis d'abord que les États-Unis, c'est un bébé civilisationnel de l'Europe, qui était inspiré par les Lumières. Et c'est ce que nous oublions dans un pays où l'anti-américanisme viscéral constitue pour moi une sorte de cancer culturel de ce pays, qui s'appelle la France. Cancer culturel. Donc, il faut réconcilier les États-Unis, les deux rives de l'Atlantique. Il faut épouser la politique américaine. De sortir de cette situation cauchemardesque dans laquelle nous trouvons aujourd'hui, c'est justement la solidarité, l'union transatlantique, les deux rives de l'Atlantique sans faille. Les
les États-Unis qui possèdent, les seuls d'ailleurs, à posséder le pouvoir militaire, parce que l'Europe s'est engagée dans une démarche de bisounours finalement. On a créé une sorte de soft power, mais on a oublié le tragique de l'histoire. Est-ce que c'est pas le problème justement aujourd'hui que l'Europe ne puisse pas être indépendante des États-Unis d'un point de vue militaire? Et on en parlait justement tout à l'heure, je vous ai vu Gérald réagir quand laisser Gérald réagir. Quand Régis parlait de l'OTAN, je vous ai vu réagir négativement. On a l'impression, et ça c'est des éléments de langage purement russe, que les Américains ont piloté l'invasion de l'ex-Europe de l'Est par l'OTAN. En fait, en 1991... il y a George Kennan, il y a plein de mecs qui l'ont dit aux États-Unis. Mais si, mais c'est des gens importants. Ce sont des gens importants. George Kennan est très important. Oui. En 1948. Non, en 1980. Il le dit en 1990. Que cette extension de l'OTAN à l'Est pose problème. En 1991, des documents britanniques ont été déclassifiés il n'y a pas longtemps. Personne n'envisage, au sein de l'OTAN, d'aller à l'Est. Le coin qui va être instillé par les Allemands, c'est au moment où la RDA va être rachetée par la RFA. Donc on va avoir un pays de l'Est qui va entrer de facto, sans même demander l'avis de quiconque, dans l'OTAN. Quand les autres pays de l'Est ont quitté le pacte de Varsovie, ils se sont retrouvés en caleçon, avec une grande peur, la peur de la Russie, et une peur qui repose sur un atavisme historique de plusieurs siècles. Et donc, ils ont regardé tout simplement. Par là, il y a l'ennemi, par là, il y a une association politico-militaire qui tient, et peut-être que si on entre par cette porte-là, on pourra entrer dans l'Union européenne, qui est la vitrine qu'on nous a agitée pendant toute la guerre froide. Et ce sont les Européens de l'Est qui ont été voir, pas les Américains, qui ont été voir l'OTAN. Parce que pour nous, Français, non mais arrêtez, faut arrêter de rigoler quoi. Pour nous, en France, avec le côté anti-américain bien avant, bien construit, bien introduit dans la société française. Ce que vous disiez là, mais maintenant que vous me dites que l'OTAN c'est différent des États-Unis, arrêtons. Vous ne m'écoutez pas. Mais si. Vous faites votre cirque, là, mais vous êtes en train de me justifier la guerre du point de vue de l'Europe de l'Est. Je ne justifie rien. Je ne justifie rien. Je suis en train d'expliquer une chose, c'est que ce sont les Européens de l'Est qui ont demandé à l'OTAN et pas aux Américains de pouvoir intégrer cette organisation. De leur point de vue, ça oui, ça va. Les Européens ont donné leur avis. Si ces pays sont entrés d'abord dans l'OTAN, ensuite dans l'Union européenne, c'est que les Européens étaient d'accord. Sachant que les Américains n'ont jamais été très copains avec l'Union européenne depuis les années 60. Restait le problème de l'Ukraine. Et tout commence en 2014 avec la volonté des Russes de trafiquer les élections et de raccrocher l'Ukraine à la Russie, et la population. Alors d'accord, c'était plutôt... Il n'y a pas du tout d'influence américaine dans Maïdan, par exemple. Dites-le. Non, mais il y a beaucoup d'agitateurs du FSB dans Maïdan. Victoria Nuland, il n'y a rien. Tous ces gens-là ne sont pas à Maïdan. Non, mais c'est bien, réécrivez le monde. Mais vous pouvez. Vous êtes là pour le faire. C'est sans doute vos intérêts, les gens qui vous payent. Moi, j'essaie de voir ça d'un point de vue journalistique et d'essayer de comparer ce qui se passe. Et je reconnais des torts dans les deux. Là, vous êtes en train de nous faire, encore une fois, on revient à la pensée binaire. Vous refusez la force des valeurs. La force des valeurs. Vous refusez que les acteurs principaux. C'est moi qui ai prononcé le terme. Non, ça a été prononcé au début. J'ai prononcé 2-3 fois, je peux reprononcer encore une fois. Mais oui, mais allez-y, mais avec ça on n'explique rien. Et avec ça on va à la guerre. Est-ce que vous comprenez la force des valeurs, la force de l'attractivité? Je suis pas sûr que les néoconservateurs américains aient les mêmes valeurs que nous, c'est tout. C'est pas une théorie conspirationniste. J'ai pas dit que c'était une théorie conspirationniste, au contraire, c'est tout simplement parce que les gens veulent vivre libre, vous comprenez? Liberté. La liberté, ça attire. Et les gens qui étaient Europe de l'Est, parlez-en aux Syriens, parlez-en ce sont des
néophytes de la démocratie. La liberté. Parce que on va vous aplatir et vous allez avoir la liberté et la démocratie. Bravo, super. Donc, ils étouffaient les Européens de l'Est. Ils vivaient sans liberté. Donc c'est pour ça qu'ils voulaient la liberté, c'est leur droit, non? Donc c'est-à-dire que la liberté pour eux était associée à tort ou à raison, on peut en discuter, avec le pays qui a cassé finalement la guerre froide, qui est sorti vainqueur, les États-Unis. Les États-Unis qui incarnaient ces valeurs aujourd'hui. Il faut écouter d'ailleurs les Européens de l'Est, parce que pour moi ce sont eux, les néophytes de la démocratie, qui portent les valeurs que les Européens de l'Ouest pouvaient oublier, parce que ils se sont enfoncés, engoncés dans des zones de confort, dans des problèmes microscopiques, alors que les Européens de l'Est, ils ont gardé le sens de l'histoire, ils ont gardé le sens du tragique, ils ont gardé le sens de l'essentiel, ils ont hiérarchisé ces valeurs, parmi lesquelles la liberté, pour moi, c'est la valeur principale. Et je sais de quoi je parle, parce que j'ai vécu dans ce pays où il n'y avait pas de liberté. Et j'étais un peu claustrophobe, il n'y avait plus d'air, je ne pouvais plus respirer. Et pour moi, justement, donc la démocratie, c'est pas du tout un calcul de militaire, de qui que ce soit. C'est tout simplement la façon d'être, la seule façon d'être dont je suis capable. C'est finalement un mode de vie, le mode de vie américain, ce que vous voulez dire, c'est le mode de vie américain occidental bien entendu, qui était désiré parce que moi, je suis né à l'Union soviétique, mon rêve à 5-6 ans, quand je regardais la télévision, je voyais John Kennedy souriant, beau, Jacqueline Kennedy, mon rêve, au risque de vous surprendre, était de devenir le président des États-Unis. Alors que moi, je suis né à l'Union soviétique. C'est peut-être aussi, j'ai besoin de psychanalyse, altérité, etc., bien entendu. Mais j'expose mon cas personnel. J'ai aussi le droit de le faire dans notre débat contradictoire, en toute sincérité. Je crois qu'on a tous des problèmes psychologiques. Il vaudrait mieux qu'on les règle chez nous avant, au lieu d'entrer dans un débat comme ça. Il faut rentrer dans la tête de Poutine. Voilà, donc, rentrer dans la guerre de Poutine ne va rien résoudre. Nous avons des problèmes psychiques, etc. Lui, qu'est-ce qu'on peut dire de lui, la tête de Poutine, parce que c'est un homo soviéticus qui est passé par les services de renseignement. Et finalement, pourquoi cette guerre? À mon avis, il y a deux raisons, si on me permettait, deux raisons conceptuelles. La première raison, c'est que dans sa tête, l'Ukraine, c'est la Russie. Tous ceux qui parlent russe sont russes. Imaginez un peu, tous ceux qui parlent anglais, par exemple, ils ne sont pas américains. Tous ceux qui parlent français ne sont pas français. Donc, alors que pour lui, tu parles russe. Ah bah, t'es russe. Voilà. Donc, l'Ukraine, ça n'existe pas. Il faut éradiquer, finalement, cette aberration de l'histoire. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, bien entendu, on peut disserter pendant des heures sur l'impact de l'OTAN, etc. Mais c'est pas pour protéger son pays de l'OTAN que Poutine a engagé cette guerre. Pourquoi l'a-t-il fait? Bah, tout simplement, pour protéger son pays de ce qui est beaucoup plus pire pour son peuple, c'est-à-dire la liberté. Parce que si, justement, la Russie suit l'exemple de l'Ukraine qui a choisi la liberté, choisi les valeurs occidentales, tout simplement son propre régime s'effondrerait extrêmement vite. Parce que ce régime est basé justement sur le mensonge et la peur. Le mensonge et la peur. Au début de son mandat, Poutine avait fait un geste envers les Européens, était venu au Parlement européen et avait voulu discuter avec les Européens. Oui, mais très vite. D'abord, c'était de la mimicrie politico-sociale, donc pour stabiliser la situation à Russie après les années 90. Mais après, n'oubliez pas son discours en 2007 au Forum de sécurité à Munich, lorsqu'il a dit clairement les choses. Et d'ailleurs, tout le monde était surpris, sauf que moi, je m'y attendais déjà. C'est-à-dire, c'était dans l'ADN de son régime. Et donc, l'ADN de son régime, qui est, je répète, répressif, liberticide. Comment peut-on être partisan aujourd'hui des régimes où le débat contradictoire comme le nôtre, ceux qui le portent sont soit emprisonnés, soit empoisonnés, soit assassinés? Comment peut-on supporter un régime comme ça? Et ce régime-là qui se projette à travers des guerres expansionnistes, à travers des guerres colonialistes d'un autre âge.
Donc comment peut-on soutenir tout en restant en accord avec sa propre conscience? Excusez-moi, je parlerai toujours de ce que vous appelez les valeurs morales. Pour moi, les valeurs morales, et de façon très générale, la morale, c'est très important. La vie ne se limite pas tout simplement aux formalités, au réalisme, le sens de la vie. Et c'est d'ailleurs... Je me rends compte que vous avez, oui. Vous nous avez dit tout à l'heure que vous étiez admiratif de John Kennedy. Oui, tout à fait. Quand vous étiez jeune, que vous avez donc eu cette idée, cette puissant désir de liberté. On peut le comprendre. Moi, je suis pas du tout un zélateur de l'ex-URSS et je regrette même parfois que en France on continue à avoir un parti communiste français, par exemple. Il y a ce tropisme russe en France. Il y a toujours eu, d'ailleurs, avec ce parti, des rapports avec le parti de Moscou et le parti communiste français était le plus inféodé, vous le savez bien à Moscou à l'époque, même plus que les Italiens. Bref, moi, ce que je ne comprends pas, c'est que un de nos grands diplomates récemment a écrit un livre que je viens de terminer qui s'appelle, pour le citer, c'est Maurice Gourde-Montagne, et qui a écrit un livre très intéressant, déjà rien que son titre, Les autres ne pensent pas comme nous. C'est-à-dire que ce grand diplomate, et vous traitez Villepin de traître, je ne comprends pas très bien pourquoi, on a l'impression d'entendre un débat sur Fox News là. Mais donc le Maurice Gourde-Montagne, qui est quelqu'un quand même qui a été le Sherpa de Jacques Chirac, qui a connu ces moments-là, ces moments où la France a refusé la guerre, eh bien lui, qui est un polyglotte incroyable, c'est quelqu'un qui a été habitué à essayer de proposer à son président des initiatives pour apporter la paix, ou en tout cas pour régler des conflits. Parfois la France a failli, au Rwanda de façon évidente, parfois en Libye elle est intervenue pour des histoires un peu étranges, et bon, il y a encore beaucoup à dire sur cette intervention et sur le fait qu'on ait accepté de casser ce pays, mais si vous voulez, il faut intégrer que les autres ne pensent pas comme nous. Il faut intégrer, et ce que dit monsieur Maurice Gourde-Montagne, c'est que la parenthèse de 400 ans dans lesquels l'Occident dictait sa loi au monde est en train de se refermer. Et aujourd'hui, au-delà de Poutine, là vous mettez, mais Poutine est un des éléments. Il y a Erdogan, il y a Xi Jinping, il y a le Khamenei en Iran. Vous avez des gens qui ont choisi une voie qui n'est pas la voie démocratique, qui n'est pas la voie de ce que vous appelez la liberté. Et que quand vous accumulez, et Modi en Inde, quand vous accumulez tout ça, ça fait quand même les 2/3 de l'humanité. Et les 2/3 de l'humanité ne pensent pas comme nous. Et ces gens ont une vision différente de la nôtre. Et entre eux, d'ailleurs, ils ont des accords et ils se passent bien volontiers de nous. Donc le problème de ce que vous avez pris aux États-Unis, c'est qu'en fait, vous souffrez d'occidentalisme, c'est-à-dire vous souffrez d'une vision un peu débridée qui voit dans l'Occident, peut-être dans les Lumières, etc., et toutes ces valeurs sont absolument louables, etc., mais un avenir dans le monde. Le problème, c'est que la vision réaliste qui est la mienne veut de constater qu'aujourd'hui, dans beaucoup de pays, y compris des pays très avancés, regardez le gouvernement Netanyahou en Israël, regardez qu'on est dans de l'autoritarisme, sont revenus au pouvoir des gens qui ont compris, et je pense que la guerre en Irak, attention, la guerre en Irak, Rassam Salamé, qui est le grand diplomate libanais, le père de Léa Salamé, lui a écrit une tribune dans Le Monde avant le début de la guerre, et il expliquait que pour lui, la guerre en Irak était très importante parce que il qualifiait le début de l'attitude de ces pays, de cet affranchissement d'une tutelle américaine, il a appelé ça la dérégulation de la force. C'est-à-dire que les États-Unis, qui dominaient, seuls gendarmes du monde, ont, avec la guerre en Irak, démontré qu'ils étaient capables de se comporter comme des voyous. Et à partir du moment où les États-Unis se comportent ouvertement à la face du monde, méprisant les Français, nous traitant, parce qu'on n'était pas dans leur guerre, de lâches, etc., eh bien à partir de ce moment-là, on a compris, et pas mal de gens ont compris, qu'ils pouvaient faire eux aussi la même chose dans leur coin. Les Turcs ont monté en puissance, on dit du néo-ottomanisme, je suis pas sûr que l'Empire ottoman soit allé jusqu'à Niamey ou jusque dans le Sahel. Aujourd'hui, les Turcs sont à l'offensive, les Chinois sont aussi en Afrique, les Russes sont en Afrique, ils sont un petit peu partout, ils s'entendent ou ils se font la guerre, mais actuellement, je suis désolé, malheureusement, c'est un constat, la démocratie telle que vous la pensez et cette liberté, eh bien, elle est en régression dans le monde. Tout à fait. D'ailleurs, ce qui est formidable dans notre débat, et je remercie les organisateurs, c'est que même avec Régis, nous sommes en train de trouver des points d'accord, enfin de synergie. C'est quand même incroyable, la force du débat contradictoire. Oui,
personnellement, vu ma trajectoire de vie que vous connaissez, je suis viscéralement attaché à la liberté. Oui, mais en tant que professeur de géopolitique, je constate, et depuis des années, que le monde du XXIe siècle n'est plus un monde forcément occidental. Qu'aujourd'hui, nous avons des pôles d'excellence. Les nouveaux pôles d'excellence, au début, c'était les BRICS, et après, le concept a changé. C'est-à-dire, nous avons, l'Occident, en tant que civilisation qui est née à Athènes, qui est passée par un certain nombre d'étapes glorieuses, a perdu, sans doute pour la première fois depuis la Renaissance du XVe siècle, ce qu'on peut appeler le monopole de l'histoire. C'est-à-dire l'exclusivité du pouvoir, que ce soit d'ailleurs hard power, que ce soit soft power. Donc là, je suis tout à fait d'accord. Mais pourquoi on a perdu finalement ce monopole de l'histoire? Tout simplement parce qu'on s'est assoupi sur nos propres lauriers. Donc il n'y a pas eu de ce piqûre de rappel des fondamentaux de la civilisation occidentale, la démocratie, l'économie de marché, etc. Donc on a perdu ce challenge, on a perdu cette envie de se réinventer tout le temps. Et moi je préconise la renaissance de l'Occident au XXIe siècle, un peu à l'exemple de la renaissance du XVe siècle. Et à ce moment-là, ces régimes autoritaires qui existent aujourd'hui, évidemment, mais qui se nourrissent, à mon avis, en premier lieu, de cette faiblesse de l'Occident. Donc ces régimes autoritaires qui sont peuplés des gens comme tout le monde. L'être humain, il aspire toujours au bonheur. Pour moi, il n'y a pas de bonheur sans liberté. C'est ce que je constate d'ailleurs. Est-ce que les valeurs occidentales, est-ce que les valeurs occidentales, justement, sont celles qui peuvent permettre d'accéder à la liberté? Et là, on y vient. Parce que c'est un vrai combat civilisationnel aujourd'hui, bien au-delà de la confrontation entre deux pays, qui nous ramène à l'époque des Lumières. Et l'époque des Lumières était précédée par la Renaissance, lorsqu'un certain nombre de philosophes occidentaux, à l'époque, avaient conceptualisé, par exemple, les droits de l'homme. Les droits de l'homme en donnant à cette notion une valeur universelle. Bon, aujourd'hui, on constate évidemment que ce concept est vraiment, contesté. Mais ça ne veut pas dire que la liberté n'est pas importante pour tout le monde. Il faut construire quelque chose sur la base des valeurs intrinsèques qui sont propres à l'être humain, quelle que soit sa géolocalisation, quelle que soit sa couleur de peau, quel que soit son tout, finalement, l'être humain. Et là, on retrouve quand même un certain nombre de valeurs des Lumières. Je vous avais envoyé une vidéo, je ne sais pas si vous l'avez tous regardé, la vidéo, le reportage que je suis allé en Ukraine. Oui. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, si vous voulez réagir dessus. No, we are enemies. We will be enemies forever. Of course I'm afraid, but do I have another chance? Do I have another chance of being Ukrainian? Je pensais pas être aussi impacté par ces rencontres. Moi, j'adore, en fait, mon métier, c'est raconter les histoires des autres, les laisser parler. Et ce que je trouve très touchant dans ce reportage, c'est la façon dont ces Ukrainiens qui ont été, pour certains, qui ont quitté des zones de guerre, qui se recomposent. Là, il y en a qui sont en Ukraine et il y en a en Pologne un peu, je crois, non ? Non, tout est en Ukraine. Je trouve toujours dans le réfugié, il y a quelque chose qui part, qui emporte. Moi, je me souviens d'avoir quitté l'Ukraine avec un quart de réfugiés qui partaient vers la Pologne et voir des gens comme ça qui laissent leur vie, qui laissent leurs souvenirs, qui laissent leur famille, qui laissent leur mari, parce que souvent des femmes, et vous en parlez avec la possibilité de l'appeler de temps en temps quand on est au téléphone, ou des fils. Il y a quelque chose d'absolument intrinsèquement tragique là-dedans, et vous l'avez bien montré, je trouve, avec des petits détails parfois, sur le fait qu'ils veulent parler français, sur le fait qu'ils savent qu'ils vont aller dans un autre pays, donc il faut qu'ils s'adaptent, donc ils essaient d'apprendre, et dans le migrant, ça c'est aussi le migrant forcé ou migrant économique, quel que soit, c'est quand même aussi quelque chose, un grand mouvement de notre temps, et on est bien obligé de se pencher dessus et de recueillir de ce qui se passe chez ces gens. Donc voilà ce que j'ai beaucoup apprécié dans votre reportage. Merci beaucoup. Voilà. Alexandre. Mais ce que j'ai apprécié quand même, que les jeunes générations, les gens comme vous, s'intéressent à la marche du monde. C'est-à-dire, ils voient plus loin que le bout de leur nez. C'est pas malheureusement le cas de tout le monde aujourd'hui, parce qu'on est souvent focalisé sur les problèmes de notre vie quotidienne. Et vous êtes allés là où
bat le cœur même de l'histoire. Donc, vous avez donné la parole à ceux qui souffrent sur le terrain, à ceux qui vivent justement la vérité de la guerre tous les jours. Et je crois que c'est une bonne base, c'est pas la finalité, une bonne base de votre réflexion, des réflexions des jeunes. Et il faut jamais oublier que c'est aux jeunes, c'est à vous qui appartient le monde. Et nous pouvons apporter notre éclairage théorique, notre expérience, etc. Mais c'est à vous de finalement bâtir le monde de demain. Gérald ? Vous avez eu moi c'est ce qui m'a séduit, c'était cette approche pédagogique que vous avez eue, de bien serrer les points que vous vouliez aborder. Vous avez mis un petit peu d'émotion qui a fait réagir Régis, mais vous avez apporté également le sérieux avec le député, avec les députés. Jeunes. Et toujours jeunes. Et c'est cet aspect-là qui est... et le ton que vous leur avez donné laissait penser à un outil qui pouvait être utilisé en classe ou... mais on est vraiment sur quelque chose qui pourrait passer sur les réseaux sociaux propres à la cible que vous avez et qui pourrait donner un contrepoint finalement à l'information biaisée qui circule trop généralement. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à mettre un commentaire et à vous abonner, c'est super important pour nous soutenir. D'ailleurs, on a vu toutes vos réactions sur la dernière vidéo qu'on a faite où on répond à vos questions à l'occasion de nos 100 000 abonnés sur cette chaîne. N'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas encore vue. Salut!